Bonjour à vous, chers amis du matin. Eh bien, on est très heureux de vous servir en ce mercredi 18 octobre. Eh bien, on va directement aux nouvelles du ciel qui seront mi-figue, mi-raisin. Eh bien, le temps sera un petit peu clément et la température variera entre 28 et 26 degrés pendant tout le week-end à partir de jeudi. Alors, jeudi, vendredi, samedi, c'est entre 28 à 26 degrés. Et puis, le temps sera clément. Donc, ça va vous permettre un petit peu de sortir, de faire des sorties en famille, entre amis, peut-être en forêt ou alors en bord de mer, comme moi j'adore la mer, hein, enfin. Alors, on commencera notre bal en cette matinée avec un retour vers la journée du 17 octobre qui fait allusion au 17 octobre 61, aux événements. Donc, c'est une des plus importantes dates parmi tant d'autres de l'histoire de la Révolution. Et bien sûr, on parlera de l'Octobre rose avec nos invités. Bien sûr, on ira vers la bibliothèque Sophia pour voir un petit peu ce qui se passe autour de la culture et bien sûr la dernière ligne droite. On va revenir sur les deux journées du 15 et du 16, sur la journée mondiale de la femme rurale qui correspond au 15 octobre et bien sûr la journée mondiale de l'alimentation qui correspond au 16 octobre. Et bien sûr, on est de tout cœur avec le peuple palestinien. Et pour cela, nous avons alors une belle chanson interprétée
Eh bien, voilà, on avait commencé à parler, bien sûr, du peuple palestinien qui souffre en ce moment. Et c'est un peuple quand même meurtri. Alors, on espère, Rabbi faraj alayhi, Inch'Allah, et puis de tout cœur avec nos frères de la Palestine. Eh bien, on passe directement au 17 octobre, cette date importante parmi tant d'autres de la révolution algérienne. Bien sûr, une démonstration algérienne, un massacre colonial, eh bien c'est ce qu'on voit, que c'est ce qu'on va discuter maintenant avec le chercheur du CRASC, Ammar Mohamed Amer. Bonjour. Bonjour Iman, merci. Marhaba, c'est toujours un plaisir. Hein. C'est toujours un plaisir pour moi aussi de revenir à Canal Algérie et te retrouver, et toute l'équipe. Permettez-moi d'exprimer ma solidarité aux victimes du carnage d'hier à Gaza et aussi mon soutien indéfectible pour la cause juste du peuple palestinien. Effectivement. Et puis on espère que ça va s'arrêter, surtout que la majorité ce sont des innocents qui sont en train de tomber. Ce sont des enfants qui sont en bas âge et on l'espère, vraiment on l'espère que ça s'arrête un petit peu. Vraiment. Alors, l'impact du 17 octobre sur l'implication de l'opinion internationale sur la révolution algérienne. Alors, c'est une question qui est précise et complexe à la fois, parce que vous parlez de l'opinion mondiale, internationale, dans le cas de la révolution algérienne. Faut savoir que le FLN, le Front de Libération Nationale, dès le 1er novembre, va construire sa politique, sa stratégie, sa philosophie sur plusieurs points, tout un spectre d'action et notamment sur l'internationalisation de la cause algérienne. Ce grand principe, on le trouve dans l'appel du 1er novembre. Donc dès le 1er novembre, parce que beaucoup pensent que la révolution ou la guerre que va mener le Front de Libération, ce ne sont que des armes, que par la violence des armes. Au contraire, il y avait toute une série d'actions très importantes et l'internationalisation, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Le FLN avait un gouvernement, avait des ministres, avait des corporations, des associations, avec des représentants un peu partout. Avec une organisation politique en bonne et due forme. En bonne et due forme, très moderniste, moderne et moderniste. Et l'opinion, gagner la bataille de l'opinion internationale. Ça, c'est un but. Et je pense une des grandes victoires de la diplomatie algérienne, c'est comment retourner une opinion mondiale qui ne connaissait pas cette histoire ou ce qui se passait en Algérie, ou qui était indifférente, ou au contraire, qui soutenait l'ordre colonial français. Donc c'est ce travail qui a été fait par les compétences algériennes à l'époque, très importantes, je cite Farhat Abbas par exemple, et d'autres, qui ont promu la révolution internationale, à la révolution algérienne à l'international. Et le cas du 17 octobre participe à cette stratégie dans le sens où c'est une manifestation pacifique, en France, d'ailleurs. Pacifique. C'est une manifestation fondamentalement pacifique en France, c'est-à-dire en Europe et à Paris. Et organisé surtout par le FLN et organisé bien sûr par la Fédération de France du FLN qui a joué un rôle important dans la révolution algérienne par le financement. Il ne faut pas l'oublier, moi je le dis souvent, les travailleurs algériens en France, on les appelle nous les immigrés, mais ce sont les travailleurs algériens en France, ont financé en grande partie la révolution algérienne, donc par l'argent, mais aussi par des compétences. La Fédération a envoyé à l'ALN, l'Armée de Libération Nationale, des cadres et surtout
c'était eux qui étaient au diapason de cette lutte autour de l'opinion internationale, parce que de l'autre côté aussi, il y avait aussi toute une autre organisation. Les ambassades, les consulats, et faisaient vraiment un grand travail pour dire que le FLN est un parti terroriste, que le FLN est un parti hors la loi. On voit ce qui se passe en Palestine aussi. Donc ça, la guerre, c'est pas seulement pardon, les armes, c'est la bataille de l'opinion publique. L'impact, la date, c'est important, c'est le 17 octobre 61. Déjà, on était en pleine négociation, en pleine guerre. Et ça vient après les manifestations de décembre 60 à Alger et à Oran et dans d'autres villes qui ont montré que le peuple algérien est derrière le Front de libération nationale et sa revendication première est l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et l'unité du peuple algérien. Et cette grande manifestation pacifique en France, elle vient parce que les autorités françaises ont interdit aux Algériens de sortir à partir de 18h, je pense. Et le FLN voulait montrer que on n'est pas des parias, nous sommes des citoyens, on n'est pas des sous-citoyens. Et en plus, il voulait montrer aussi sa force et montrer au monde entier que les travailleurs algériens et leurs familles, parce que ce sont les hommes, les femmes et les enfants qui se sont endimanchés, c'est-à-dire se sont habillés en costume, de belles robes, on a de très belles photos et qui sont sortis le soir pour dire maintenant vous n'avez pas le droit de nous interdire de sortir à telle heure. Et après il y a eu ce que tu as bien dit, un massacre le 17 octobre, massacre des Algériens à Paris. Effectivement, parce que d'ailleurs, il y a eu un dispositif policier hors norme d'ailleurs, et une répression colonialiste, et surtout, ça a été une violence inédite. Alors, que s'est-il réellement passé le 17 octobre, en sachant que vous avez été l'auteur de plusieurs recherches sur la révolution algérienne? Le 17 octobre, c'est l'expression de la violence de l'ordre colonial. L'ordre colonial est violent par nature. Nous l'avons vu en août 1955 et dans d'autres cas, mais à Paris, la police avait toute la liberté, comme tu viens de le dire, c'est une répression hors norme. Les policiers, et avec d'autres groupes, sont sortis pour tuer de l'Algérien, pour montrer que chez une partie des Français, la guerre n'était pas finie et que... J'espère avoir un peu d'eau pour monsieur Ahmad Mohamed. Alors, pardon. Et que... Donc la répression a été féroce, on a tué, on a déplacé, on a écrasé les gens, on a jeté des Algériens dans la Seine. Et c'était un jour très triste pour beaucoup d'Algériens. On peut avoir? Très bien, oui. Allez-y, oui. Merci, je m'excuse. Je vous en prie. Je vous en prie. Oui, c'est ça, les aléas du direct. Et bien voilà. Donc, ça va mieux? Oui, très bien. Donc, je disais que c'est une répression hors norme où des Algériens et des Algériennes ont été tabassés, tués, jetés dans la Seine. Il y a eu beaucoup de morts, il y a aussi des disparus. Vraiment, c'était quelque chose qui marque... C'est un événement important dans l'histoire du FLN. Justement, d'ailleurs c'est une date qui a marqué justement la révolution. C'est tout comme le 1er novembre, le 5 juillet, d'ailleurs les massacres de 1945. Donc il y a eu plusieurs dates. Vous voyez que la colonisation, c'est toute une série de massacres, et c'est pour ça que nous ne devons pas oublier cette histoire. Nous ne devons pas oublier ceux qui sont morts pour le pays, que ce soit en Algérie
et ailleurs, et tous ceux qui ont soutenu aussi les Algériens. Et le 17 octobre, et je suis content parce que longtemps on a un peu occulté cette date. Justement, oui. Mais depuis peut-être une trentaine d'années, cette date est revenue à sa place, ou elle a pris sa place. Elle a pris sa place, celle de la solidarité nationale, celle de nos compatriotes algériens qui sont en France, et leur histoire aussi qui est la nôtre. Donc le 17 octobre est un jalon de l'histoire nationale. Effectivement, parce que le 17 octobre, d'ailleurs, il a vu beaucoup de morts jetés par la Seine, dans la Seine, justement. Et puis, c'était quand même une mort vraiment très douloureuse. C'est quand même terrible de jeter de ne pas considérer l'être humain, de ne pas considérer l'autre. C'est un acte barbare. Oui, le fait déjà de massacrer, le fait d'utiliser toute une série de... Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faudrait savoir, c'est que la police avait les mains libres. Et n'oublions pas que le chef de la police à l'époque, c'est un certain Maurice Papon, qui est connu dans l'histoire de la Révolution. Avant et même dans d'autres circonstances, c'est un homme finalement qui respecte rien, et notamment les Algériens. Effectivement. Bon, alors le 17 octobre 61, une démonstration algérienne et un massacre colonial qu'on a largement dépassé, où finalement, c'est le peuple algérien qui a gagné, qui a mis son dernier veto et son dernier mot. Donc, ce fut un 5 juillet 62, et maintenant, on jouit de cette liberté. Et merci à vous, monsieur Ammar Mohamed Amer. À chaque fois, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mon nom est compliqué, je le sais. Non, pas du tout. Alors, Ammar Mohamed Amer, chercheur au CRASC, et on espère vous recevoir dans d'autres occasions, puisque justement, je ne peux pas passer outre annoncer votre nouvel ouvrage. Oui, c'est 62. Voilà. D'accord, un ouvrage qui est sorti aux éditions Barzac sur l'année 62, l'année de l'indépendance nationale. Je serais très heureux. Est-ce que les travaux, vous avez fait vos recherches concernant la révolution à l'Ouest, ou alors la révolution en général? Non, c'est sur 1962 en Algérie, et aussi au niveau de la fédération. Donc non, pas seulement à l'Ouest, mais bien sûr à l'Ouest aussi. Donc c'est un travail... Ce livre m'a pris 20 ans, donc c'est quelque chose qui revient sur cette période de 62 à partir d'archives souvent inédites, et aussi d'entretiens avec les principaux acteurs de cette période. Très bien. Et vous avez fait des interviews sans être curieuse. Moi, je suis toujours curieuse concernant la Révolution. Donc, avec quel révolutionnaire? Avec des gens très importants. Je dirais Saout al-Arab, qui était le colonel de la Wilaya 2, avec Tahar Zbiri, qui était le colonel de la Wilaya 1, avec les Fidaïn d'Oran, toute une série de personnages. Bien sûr, ceux que j'ai pu contacter. Il y en a ceux qui ont disparu. Très bien, donc merci beaucoup. Eh bien, on aura une autre fois, dans d'autres occasions, Inch'Allah. Et vous êtes le bienvenu au Bonjour d'Algérie, à Oran, et notamment même à Alger, puisque vous participez aussi là, prochainement, et le 1er novembre, vous serez à Alger, Inch'Allah. Très bien. Alors, une journée de sensibilisation au dépistage du cancer du sein à Sidi Bel Abbès. Actuellement, on s'est intéressé à cette ville et de ce qui se passe réellement dans cette ville. Eh bien, c'est à Sidi Bel Abbès qu'on part pour voir un petit peu sur l'Octobre Rose. Et on se retrouve juste après. Sensibilisé au dépistage du cancer du sein. L'Octobre Rose de cette année à Sidi Bel Abbès a commencé par une journée scientifique dans laquelle des médecins spécialistes se sont réunis pour échanger et tenter de penser à réduire le taux alarmant des cas enregistrés à Sidi Bel Abbès, la 4e région la plus touchée par le cancer du sein en Algérie.
En Algérie, en 2022, on a enregistré 14 000 nouveaux cas du cancer du sein qui constituent 58,8% de l'ensemble des pathologies du cancer donc, chez la femme. La wilaya de Sidi Bel Abbès aussi, donc on remarque une augmentation importante de nombre de nouveaux cas chaque année. On est passé de 260 nouveaux cas en 2021 à 320 nouveaux cas en 2022. Nous continuons à recenser de nouveaux cas donc, au niveau de notre centre qui est le centre de référence et de prise en charge de tous les nouveaux cancers au niveau de la wilaya de Sidi Bel Abbès. On a organisé une journée de formation médicale pour les médecins généralistes, sachant que le premier pôle de consultation, c'est le médecin généraliste. Donc cette formation médicale continue consiste à informer et transmettre le message à nos confrères et consoeurs médecins, l'importance du dépistage du cancer du sein, qui consiste à informer les femmes algériennes, spécialement bélabésiennes, c'est quoi le dépistage. Il consiste à quoi le dépistage? C'est l'autopalpation et la mammographie à partir de l'âge de 40 ans. En collaboration avec l'association d'aide aux malades cancéreux Amel Fil Hayat, la journée d'études a été également une occasion pour penser des synergies entre les différentes parties de la société pour une meilleure stratégie de sensibilisation contre cette maladie. في إطار أكتوبر الشهر الوردي رانا ننظموا هذا لا جورني دو فورماسيون بور لي ميدسان جينيراليست على مستوى ولاية سيدي بن عباس اللي هي بالتنسيق ما بين جمعية أمل في الحياة لمساعدة مرضى السرطان et le centre spécialité de lutte contre le cancer de سيدي بن عباس في إطار الكشف المبكر عن سرطان الثدي لأنه الطبيب العام سي لا بروميير بيرسون اللي يروح لها المريضة بصفة عامة باش كيفاش يدير هذا الكشف المبكر وكيفاش يكوردون avec les médecins spécialistes et le CAC pour une bonne prise en charge de cette maladie. وحنا الجمعية ما راش تدير غير هذا اليوم التحسيسي، عندنا البرنامج طيلة الشهر، عندنا هذا يوم تكويني يعني سيونتيفيك سي بيرمون سيونتيفيك، من بعد عندنا أيام تحسيسية pour la vulgarisation du dépistage précoce et de l'autopalpation، يعني كيفاش المريضة كيفاش المواطنة اللي عندها فوق 40 سنة شنو هما لي جيست اللي ديرهم باش تفحص ذاتها ولمن تتوجه وين دير لا ماموغرافي وعند من تروح باش يكون كشف، لأنه الكشف المبكر يسهل عملية العلاج على الأطباء الأخصائيين. J'ai été chargée aujourd'hui de présenter une communication dans l'intitulé et le diagnostic du cancer du sein au profit des médecins généralistes de toute la wilaya de Bel Abbès. En fait, ma communication abordait le volet de diagnostic qui comprend et qui insiste sur l'interrogatoire qui est primordial pour le diagnostic. Ensuite, l'examen clinique, notamment l'examen du sein. Je conseillerais à toute femme de faire un examen clinique éventuellement mensuel pour s'autopalper et éventuellement détecter des masses qui apparaîtraient au niveau des seins. La campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein s'étalera durant tout le mois avec une série d'événements pour le maximum de visibilité. Et voilà, merci à Selim Skandar qui est parti pour voir un petit peu ce qui se passe du côté de Bel Abbès concernant la sensibilisation au dépistage du cancer du sein, puisque nous sommes au mois justement de la sensibilisation. De toutes les façons, vous allez me dire, c'est toute l'année la sensibilisation. Eh bien, on accentue un petit peu pendant le mois d'octobre. Eh bien, pour parler de cette journée, nous avons avec nous Docteur Warda Fala, bonjour. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, vous êtes docteur en génétique et pathologie cellulaire, assigné à l'université d'Oran, Ahmed Ben Bella. Tout à fait. C'est ça, je ne me suis pas trompée. Pas du tout, effectivement. Très bien. Ça va? Eh bien, très bien. Bon, déjà, premièrement, permettez-moi donc de vous dire à quel point je suis honorée déjà d'être parmi vous, d'avoir ce privilège de passer à la télévision. C'est la première fois. Ah, c'est votre premier passage. Exactement, c'est mon premier passage. Ça va. On fait en sorte.
on fait en sorte. Ah, vous c'est pour la bonne cause. Stress un petit peu? Non, c'est pour la bonne cause. Du moment où on le fait pour la bonne cause, je pense que voilà, on met le stress de côté. Très bien. Alors, on va parler un petit peu de cette pathologie. D'ailleurs, c'est le premier cancer de mortalité pour la femme en Algérie, dans le monde, on va dire. Dans le monde. C'est dans le monde. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu sur ça déjà, avant d'aborder justement le sujet de votre participation à une journée scientifique qui s'est passée à Tlemcen le week-end dernier, dans laquelle vous avez communiqué. Alors, une communication, je dois donner le titre, mais allez, évidemment. Très bien. Alors, vous avez communiqué pour le cancer du sein et évaluation par immunomarquage des sous-types moléculaires dans la population de l'Ouest algérien. Eh bien, donc en commençant, nous allons... long, hein. Non, pas du tout, ça va. Nous allons parler un peu du côté épidémiologique. Effectivement. Donc, effectivement, c'est le premier cas de mortalité par cancer en Algérie. Donc, qui touche au moins une femme sur 8 dans la vie. Donc, une femme sur 8, quand même, c'est énorme. Oui. Nous enregistrons chaque année 14 000 cas de cancer du sein. Et malheureusement, ça ne décroît pas. Ça fait plusieurs années qu'on est toujours à 14 000 nouveaux cas par an, avec 3 500 de décès. Quel est le problème? Donc, le problème, déjà, en fait, la gravité du cancer réside dans le fait d'avoir un diagnostic tardif. Si nous arrivons à dépister précocement un cancer, nous pouvons le prendre en charge très tôt. Parce qu'il faut aussi souligner que nous, en tant que citoyennes et citoyens, on n'a pas encore la culture d'aller consulter ou d'aller faire des analyses sans être malade, en fait. On est en bonne santé, ça va, c'est bon. Ah, je maigris, ah tiens, ça va, alors, parce que je fais attention. Je vais bien. Exactement, je vais bien, j'ai les jours roses, c'est déjà ça. Alors qu'on peut cacher beaucoup de choses et beaucoup de pathologies qu'il ne faut pas justement contourner. Il faut aller consulter. On n'a pas cette Tout à fait. Cette eh bien, culture. Pourquoi nous n'avons pas cette culture? Déjà, normalement, nous devons amplifier les campagnes de sensibilisation, avoir plusieurs associations aussi qui permettent de transmettre aux patients, parce que ce soit un patient ou un individu X ne peut pas savoir quels sont les facteurs de risque, comment prendre en charge ce cancer, ou même comment le dépister. Est-ce qu'il est prédisposé ou pas à avoir un cancer? Comment le patient doit savoir s'il est prédisposé ou pas? Déjà, en premier lieu, voir l'histoire familiale. Effectivement, les antécédents familiaux, c'est très... qu'en Algérie, la consanguinité est très élevée. Très élevé, effectivement, oui. D'où le cas d'avoir plusieurs pathologies. Malheureusement, c'est les familles entre eux. Exactement. Voilà. Alors, il y a dans des familles, il y a le cancer qui est génétique, il y a aussi le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires. Exactement, c'est très important. Il y a même, on va dire, même les groupes sanguins qui changent. Exactement, le système ABO. Effectivement, voilà. Donc, en gros, tout ça, il faudrait vraiment étudier l'histoire familiale. Il faudrait commencer par voir le cas index. Le cas index, en termes scientifiques, ça désigne la personne qui a cette pathologie. Et donc là, quand on parle de cancer, c'est la personne qui a un cancer du sein. Et comment on a découvert que la consanguinité est très élevée en Algérie? Donc en fait, comme nous le savons, à l'échelle internationale, 1% des hommes sont touchés par le cancer du sein. Et bien, malheureusement, en Algérie, via d'ailleurs notre étude et pas mal d'autres études de pas mal de chercheurs, ça augmente à 3%. Donc 3% d'hommes sont atteints par le cancer du sein. Malheureusement, ces hommes le prennent en charge très tardivement. Et pourquoi? Parce que, afin de dire que le cancer touche les hommes, je pense que la majorité des hommes vont se dire « Non mais comment ça se fait? Moi je n'ai pas de sang. » Malheureusement, les hommes aussi sont atteints. Effectivement, oui. Et tout ça, c'est par hérédité. Et donc ce n'est pas le cancer qui est transmis, mais c'est plutôt la prédisposition qui est transmise. Et avec les différents facteurs de risque. Ah oui, ah oui. Donc ça amplifie. Parmi les différents facteurs de risque, le tabac et l'alcool, je pense que c'est général, tout le monde en parle. Mais personne n'en parle du facteur principal, et qui est le stress. Ah oui, en fait, le stress qui joue un très grand rôle dans pas mal de maladies. Voilà, et le cancer, c'est
l'une des premières causes et des principales causes. Parce que le stress, quand on en parle, nous, comme ça, ouvertement, oui, je suis stressée, je ne vais pas bien, j'ai les examens, j'ai des problèmes familiaux, la pression, des burn-out. Il ne faut pas le prendre à la légère, ce stress. Exactement. Et bien, ce stress, par la suite, nous, quand on voit à l'échelle cellulaire, il va induire un stress oxydatif. Et donc, c'est lui qui va induire des mutations. Et ces mutations, par la suite, il va induire une prolifération anarchique des cellules et formation donc d'une masse tumorale. Effectivement. Donc, en gros, on le prend à la légère. Non, et des alors fois, que c'est un facteur principal. Effectivement, il y a des femmes qui touchent, qui trouvent quand même à la palpation. À la palpation, mais elles ne prennent pas ça en considération. Elle va se dire, tiens, c'est un kyste, il va partir, il va partir. Alors, ensuite, elle se rabat sur tout ce qui est tisane, etc. Les remèdes un peu naturels. Après, par rapport à la palpation, il faut savoir qu'un peu la culture algérienne, on dit, oui, c'est un cancer mâle ou femelle. Mâle ou femelle, ça n'existe pas. Donc c'est juste soit bénin, soit malin. Soit il est peu prolifératif, ou bien il est prolifératif. Donc s'il est bénin, il va rester in situ, il ne bougera pas. S'il est malin, là, il sera fortement prolifératif. Mais dans les deux cas, il doit être pris en charge. Donc c'est pas, vu qu'il est mâle, pas la peine de le prendre en considération, ça ne va pas me faire de mal, alors que non. Effectivement. Ça reste toujours une tumeur qui y a moyen, par la suite, via d'autres interactions, donc que ce soit exogène ou endogène, va devenir maligne. Maligne, effectivement. Donc ça, il faut vraiment le prendre en considération et ne pas se dire, c'est seulement un petit kyste, il est bénin, il est mal. Il va partir. Voilà. Il va partir tout seul avec le traitement, avec les tisanes qu'on prend, etc. Alors que non. Les tisanes, c'est protecteur, bien sûr. On va dire une bonne hygiène de vie. Mais nous, quand on prend des tisanes, par exemple, c'est pour réduire le stress, pour pouvoir dormir le soir. Voilà, donc, en gros, quand on y retourne, ça va nous permettre seulement de nous protéger. Mais si on ne se protège pas complètement et qu'on ne va pas aussi vers un spécialiste de santé, effectivement, on ne saura jamais comment se prendre en charge. Parce qu'il n'y a que le spécialiste de santé qui saura prendre en charge donc, ce problème, sans compter qu'il y a pas mal de facteurs de risque. On avait parlé du stress, mais on parle aussi de l'allaitement. Ah oui. L'allaitement, si on n'allaite pas, donc en fait c'est un facteur de risque. Et si on allaite, c'est un facteur protecteur. Effectivement. Voilà, ça les femmes doivent le savoir, donc c'est très très important. Nous avons l'obésité. Ah oui, qui joue un très grand rôle dans le bien-être du corps généralement. Quand on a, on va dire, un excès de poids obèse, pas un excès de poids. Un excès de poids, il peut se corriger, mais dans l'obésité morbide, là, c'est très, 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 très dangereux. Exactement. Eh bien, l'obésité, en fait, permet d'accentuer le risque d'avoir un cancer du sein de 50%. Pas uniquement le cancer du sein. Quand on dit 50%, pas mal d'autres types de cancers. Le cancer du pancréas. Parce qu'on parle d'octobre rose, mais après, pas mal de types de cancers. Il augmente à 50%. Et quand on dit 50%, c'est énorme. Oui. Donc déjà, il faut vraiment essayer de réduire sa masse corporelle, il faut essayer de faire de l'activité physique. Donc l'activité physique va permettre et de perdre du poids et de réduire le stress. Allaiter, c'est important. Et aussi, donc là, avec le retard donc de mariage aussi, donc automatiquement, nous avons... Bon, mais quoique ces dernières années, ils ont rompu un petit peu, les codes. On va dire, les codes. La chaîne de la consanguinité, donc un petit peu, elle a été rompue ces dernières années. Donc, comme on dit en arabe, c'est bon. Encore heureux. Mais malheureusement, vu que les pathologies ont augmenté et à droite et à gauche, exactement, avec l'hypertension, les problèmes cardiovasculaires, les insuffisances, les allergies, les insuffisances rénales, les maladies respiratoires. Beaucoup. Donc il y a une certaine augmentation considérable. Donc, mais on est là quand même pour discuter du cancer du sein. Alors, mais avant d'aborder justement votre communication, le thème de votre communication, donc je vous invite à suivre avec nous le sujet signé Ilyes Benziane et il nous a ramené ce qui s'est passé lors de cette journée scientifique à Tlemcen et on se retrouve juste après. كنت نخدم عند طبيب كي كنت نخدم عند طبيب شد له ولاده كي روحت نصلي للجامع جات بنتي عندها 3 سنين كي رقدت حدايا همست لي هكا على يدي كي قالت لي امي ما تموتيش قلت لها لا بنتي قالت لي امي ما كي مريضه كان فيا السكر قلت لها لا بنتي قالت لي لا امي ما الله يشافيك كي مشيت عند هذا الطبيب كي مشيت عنده مشيت عندي السخانه
قعدت نقول لولادي ما تقدوش الضوء خلوني نرقد راسي بغيت طرطق. كي مشيت عنده الحد هذا الدكتور تواغ، كي مشيت عنده الحد دار لي سكانر، دار لي كلش، عاودوا زيفطوني دكتور مزيان وكلش زيفطوني عند بالعربي، دار لي تحاليل، كي دار لي تحاليل لقاه سرطان. Le cancer du sein, une bataille que nous nous devons de remporter. En ce mois d'octobre, mois emblématique pour la sensibilisation et la prévention, le centre hospitalier universitaire de Tlemcen a organisé jeudi dernier une journée scientifique consacrée à la prévention contre ce fléau ravageur. تم تفعيل 6 مناقشات شفوية و30 بحث دراسي على المستوى الوطني. هذه المظاهرة التي احتضنها المركز الاستشفائي الجامعي تلمسان، ومن هذا المنبر أثمن الجهود التي تقوم بها مديرية الصحة والسكان لولاية تلمسان عبر المركز الاستشفائي وجميع المؤسسات الصحة العمومية. على المستوى المحلي مدينة تلمسان تعتبر للأسف من المدن الأكثر يعني إصابة بمرض السرطان على مستوى الجزائر وحتى على مستوى العالم. السلطات الصحية المحلية وتحت توجيهات وزارة الصحة والسلطات العليا في البلاد عملت على توظيف منظومة صحية متكاملة من أجل الاعتناء بمرضى السرطان على مستوى الولاية. هذه المنظومة تشتمل أولا على مستشفى متخصص أنشئ حديثا على أحدث الطرق العلاجية العالمية، ومستشفى متخصص في العلاج السرطان على مستوى ولاية تلمسان. مصلحة الأورام كذلك هي مصلحة تعمل على التكفل بمرضى السرطان. وعلى الجانب البسيكولوجي أيضا لا ننسى أن الجانب البسيكولوجي في مرض السرطان هو جانب مهم. هناك مصلحة علم النفس والتي تتكفل بالجانب النفسي لهذه الأمراض. Pour la plupart des participants présents, une seule solution s'impose pour éviter le pire, le dépistage précoce. Les différents types donc, de dépistage, certes nous avons la mammographie, malheureusement la mammographie ne doit pas être vraiment utilisée d'emblée, donc nous devons aller aussi vers les différents paramètres donc, de biologie moléculaire, les dépistages génétiques, voir un peu la généalogie, l'histoire familiale. هذه الحرب تعتمد أساساً وقبل كل شيء على الكشف المبكر. فمرض السرطان يعني الحمد لله هناك نقطة إيجابية أو جانب إيجابي أنه مرض لو تم الكشف عنه مبكراً ممكن يحدث نقدر نقول حتى الشفاء التام من هذا المرض. إذن كشف مبكر يعني احتمالية تصل ممكن 90% من أجل الشفاء من هذه الأمراض. كي لقاه سرطان فوتوني على دخلوني على 6 تاع الحشية، كي دخلوني على 6 الغدوة على 9:30 كنت في العمليات. قعدت 3 أيام وفطنت. كيف فطنت حمدت ربي وشكرته. هذا ربي طانا كي طانا مرض نحمدوه ونشكروه خاطش ربي اللي يحبه يبليه. Le soutien communautaire ainsi que la détermination individuelle de tout un chacun continuent d'ouvrir des portes vers un avenir plus prometteur, car unis tous ensemble, nous pouvons faire la différence. Effectivement, unis tous ensemble, on peut faire la différence et on peut faire beaucoup de choses pour lutter contre ces maladies, on va dire, qui un petit peu empoisonnent notre quotidien. Et bien toujours avec docteur Warda Fala, alors je le rappelle que vous êtes docteur en génétique et pathologie cellulaire assigné à l'université Oran 1 Ahmed Ben Bella. Et on revient maintenant au cancer du sein et évaluation par immunomarquage des sous-types moléculaires dans la population de l'Ouest algérien. Bien, en fait, c'est un thème dont j'ai travaillé il y a 2 ans. Et maintenant, c'est un ouvrage, en fait, à la FNAC. Ah, d'accord. Donc, c'est totalement un ouvrage. Pourquoi nous avons fait cette étude sur la population de l'Ouest algérien? Il faut savoir que la prise en charge diffère en fonction du diagnostic. Et le diagnostic dépend des ethnies. Ça veut dire que la population européenne ne ressemble pas à la population algérienne, la population algérienne ne ressemble pas à la population marocaine, même s'il y a quelques points en commun. Mais il faut savoir que chaque population, chaque ethnie a son propre patrimoine génétique. Effectivement. Et là, vous avez travaillé sur l'Ouest algérien. Exactement. Donc sur l'Ouest algérien, donc un peu Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Oran. Donc, nous avons eu un échantillonnage qui était pas mal. Pour pouvoir en sortir avec des résultats, mais après on demande toujours d'augmenter l'échantillonnage afin de ressortir avec de meilleurs résultats. L'objectif en fait de cette étude, c'est de classer les sous-types moléculaires, parce que le cancer du sein en a pas mal de types.
On a des cancers du sein canalaires qui touchent les canaux de lactation. On a des lobulaires qui vont toucher les lobules. Et on a d'autres types de cancers qui se présentent sous forme d'écoulement ou bien d'une peau aspect peau d'orange. Donc, c'est des cancers inflammatoires, entre autres. Donc, on a différents types. Sauf que dans le type, nous avons différents sous-types également. Effectivement. Et c'est grâce à ce sous-type qu'on sera classé déjà par gravité, donc du plus grave au moins grave. Donc, par exemple, si on prend l'exemple du luminal B, la majorité, ils vont jusqu'au stade grade 3. Si on va vers le luminal A, il est au stade grade 2. Donc, le luminal B, il est plus élevé que le luminal A. Quand je vous dis ça, donc en fait, c'est seulement des sous-types par rapport au cancer du sein qu'on connaît tous généralement. Et ce sous-type-là, comment il est identifié? C'est grâce à un biomarquage, c'est des biomarqueurs. Donc au niveau de la cellule, je pense que tout le monde a un peu l'image d'une cellule qui est ronde avec un noyau à l'intérieur. Effectivement. Eh bien au fait, sur la membrane cellulaire, on a des récepteurs. Donc des récepteurs, on va dire, c'est un peu comme des clés. Et ils ont besoin d'une serrure. Donc on a des clés au niveau de la membrane cellulaire. Ces clés sont différentes. Bien sûr, ce n'est pas n'importe quelle clé qui va ouvrir n'importe quelle porte. Effectivement, ah bah oui. Voilà. Et donc, en fait, en fonction de ces récepteurs, on saura quel est le sous-type moléculaire. Et grâce à ce sous-type moléculaire, je saurai si le patient a un cancer qui va évoluer très rapidement, il va évoluer moins rapidement, s'il est de bon ou de mauvais pronostic. Effectivement. Et surtout, quelle est la thérapie à utiliser. Donc, par exemple, pour le cancer de type HER2, on utilise des thérapies ciblées anti-HER2. Donc, l'herceptine, entre autres, la TDA-moine, c'est pas mal de thérapies ciblées qui vont cibler le récepteur HER2. Pour les cancers hormonodépendants, donc qui ont des récepteurs hormonaux, malheureusement, le récepteur hormonal, il se trouve à l'intérieur de la cellule et non pas à l'extérieur. À l'extérieur, oui. Donc ça, c'est de l'immunomarquage. Au niveau des laboratoires, on utilise donc, comment dirais-je, c'est comme un complexe anticorps antigènes. Alors encore heureux, il y a quelques années, on n'avait pas exactement, c'était là l'atomopathologie avec l'histologie seulement. Effectivement. L'histologie, ça donne les types seulement. Ça ne donne pas les sous-types. Mais avec l'évolution de la thérapie, on doit évoluer aussi le dépistage. Donc si je vais venir proposer une thérapie à base d'hormones, une thérapie à base d'anticorps monoclonés, etc., je dois donner quel est le type de diagnostic. Effectivement, oui. Donc, grâce à l'immunohistochimie, ça va, on arrive à diagnostiquer ces sous-types. Donc, vous allez très loin par rapport à ce qui se passait il y a quelques années quand même. Tout à fait. Il y a une évolution. Et donc, en fait, ça nous a permis, grâce à la biologie moléculaire, ça nous a permis d'ouvrir 3 autres volets, en plus de la chimio et radiothérapie qu'on connaît tous généralement. Effectivement. Donc, ça a ouvert le volet de l'immunothérapie, effectivement, de la thérapie ciblée et de l'hormonothérapie. D'ailleurs, le traitement du cancer du sein actuellement a été envahi par l'immunothérapie. L'immunothérapie, effectivement. Et qui donne quand même de bons résultats. De très bons résultats. Après, bien sûr, il y a pas mal de personnes qui vont dire « Oui, mais il y a des effets secondaires ». Effectivement, dans tout type de thérapie, nous avons des effets secondaires. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui ne fait pas partie du corps. Ce n'est pas le corps humain, ce n'est pas notre système immunitaire. Maintenant, il y a des personnes qui sont immunocompétentes, et c'est très bien. Il y a des personnes qui sont immunodéprimées. Et donc, l'immunothérapie va venir booster un peu notre système immunitaire afin de pouvoir éradier ces cellules tumorales. Et surtout, ça aide dans la prolifération et dans les métastases. Parce que dans une métastase, ce n'est pas toutes les cellules cancéreuses qui vont avoir la capacité de disséminer hors du foyer primaire, mais il y a des cellules qui ont cette compétence de faire face au système immunitaire, de faire face au flux sanguin et de pouvoir traverser et puis aller envahir un deuxième foyer. Et voilà. Et donc l'immunothérapie va être là en fait pour booster notre système immunitaire et pouvoir éradier ces quelques clones qui vont passer. Très bien. Voilà. Une toute dernière question. Alors, je pense que c'est une question qui est importante, qu'il faut la poser justement. Donc, l'importance de la mammographie. Alors, l'importance de cet examen dans le cancer du sein, mais aussi à quel âge, pas n'importe quel âge et pas n'importe qui peut passer une mammographie. Eh bien, effectivement. Donc, la mammographie est utilisée principalement dans le dépistage du cancer du sein. Le dépistage du cancer du sein doit commencer normalement à partir de l'âge de 25 ans. Donc, à partir de l'âge de 25 ans, la femme doit commencer par faire des autopalpations, même si c'est seulement complémentaire à de la palpation par un spécialiste de santé. Mais au moins, l'autopalpation juste après avoir eu ses règles, précisément. Et voilà, une fois par mois.
elle doit le faire continuellement, juste pour avoir la conscience tranquille. Mais par contre, la mammographie, c'est différent. Ah oui. Elle ne doit pas être prise en charge, enfin mise en place à partir de 25 ans. C'est à partir de la cinquantaine, et 50 ans, c'est l'âge médiane dans le cancer du sein. Et pourquoi à partir de la cinquantaine? Donc en fait, la femme jeune a une plus grosse densité mammaire. Et donc, plus la densité mammaire est élevée, plus on a besoin d'augmenter l'irradiation. Et si on va augmenter l'irradiation, il faut savoir que l'irradiation cause des mutations. Et donc, on va augmenter le risque d'avoir un cancer. Et il faut savoir que le dépistage, il doit se faire chaque 2 ans. Donc, imaginez le facteur temps et le facteur dose. Donc, le facteur dose avec donc, une augmentation de cette irradiation, le facteur temps chaque 2 ans. Ceci va permettre d'augmenter le risque d'avoir un cancer. Donc, pour les femmes jeunes, moins de 25 ans, il y a pas mal d'autres types de dépistage. Donc déjà, il faut commencer par aller voir des spécialistes de santé qui vont étudier l'histoire familiale. Donc via les cas index, quelles sont les personnes touchées et à partir de quel âge, pour savoir si cette patiente ou ce patient va déclencher un cancer du sein. Deuxièmement, bien sûr, c'est tout ce qui est dépistage génétique. Pour le moment, ça va, il y a quand même des volets qui commencent à s'ouvrir. Donc avec le BRCA1, BRCA2, qui sont très très importants dans le cancer du sein, le cancer de l'ovaire et la prostate. Il faut savoir que la prostate s'élève de plus en plus. Les cas d'atteinte du cancer de la prostate pour les hommes sont en évolution. Effectivement, le cancer du sein. Et l'ovaire qui est un cancer quand même qui évolue à une rapidité incroyable, énorme. Et du coup, d'où l'importance en fait de ces tests. Et puis, j'espère qu'un jour, nous pouvons faire ce dépistage dans n'importe quel laboratoire, que tout le monde puisse mettre en place ce dépistage, parce que le BRCA1, BRCA2, c'est très très important pour savoir si cette personne est prédisposée ou pas. Et donc, si on sait que la femme ou l'homme est prédisposé, donc on prend nos dispositions. Voilà, on prend le cas d'Angelina Jolie. Effectivement. Angelina Jolie, elle a su qu'elle était prédisposée au cancer du sein, ablation. Elle a procédé à l'ablation des 2 seins. Et puis à la chirurgie esthétique. Donc la femme maintenant, c'est sans tabou, elle n'a pas à avoir peur. Effectivement. Et dire, ça va toucher à ma partie. Il y a la chirurgie réparatrice, donc on n'a pas, c'est-à-dire elles n'ont pas à avoir peur, on va dire, de cette pathologie et puis accepter son corps, son nouveau corps avec la nouvelle pathologie, avec un nouveau design, on va dire. Pourquoi donc bien pour ça, il faudrait des psychologues compétents, effectivement, des associations également, afin d'aider les patients. Surtout la partie psychologique est très importante. On devait recevoir justement une psychologue et c'est dommage parce qu'elle a été retenue par la circulation. Mais certainement, on va la recevoir la semaine prochaine pour parler un petit peu de ce volet qui est très important, la prise en charge psychologique et puis l'accompagnement psychologique du patient, mais aussi de son entourage. Parce que c'est très important l'entourage dans cette pathologie qui est très très lourde. Et puis rien que le mot cancer, pour nous, il ne faut pas se leurrer. Donc pour nous c'est synonyme de mort alors que c'est tout à fait le contraire. Si je peux me permettre, il faut arrêter de penser cancer égale à mort. Effectivement. Parce que j'ai pas mal d'exemples qui ont eu un cancer. Malheureusement le Covid est venu. Effectivement. Il a emmené avec lui un taux exorbitant de personnes jeunes et âgées. Ah oui, et malheureusement, j'ai pas envie de me remémorer d'autres patients avec un cancer qui sont toujours vivants. Donc il faut arrêter de penser que le cancer est équivoque à la mort. C'est une pathologie comme toute autre pathologie. Il faut seulement savoir la prendre en charge, que les associations soient là. Le diagnostic doit être pris, donc le diagnostic doit être précoce. Le patient pris doit en être considération bien cadré. précocement. Tout à fait. Précocement. Et que le patient doit être bien cadré. Donc il y a des personnes qui les aident. Donc moralement, physiquement. Je ne sais pas moi, des associations par exemple d'esthétique, pour être là, leur dire que vous êtes toujours beau. Parce que le patient, il a tendance à être complexé, à se dire, voilà, je n'ai plus de cheveux, je ressemble à rien, regarde cette femme comme elle est belle et moi c'est bon. Alors que non, il faut qu'il y ait des personnes qui leur disent, voilà, vous êtes toujours beau, vous êtes toujours... Voilà, il faut aider. Très bien, alors on les aide en les accompagnant bien sûr d'une façon ou d'une autre. Et bien on espère aussi qu'aujourd'hui on vous a un petit peu renseigné, un peu boosté à faire quand même, à aller voir, à aller consulter, même si on n'est pas malade, il faut aller consulter. Et bien tout de suite, on va vous emmener, tiens, je vous emmène avec moi afin de découvrir un artiste et pas des moindres. Alors sujet signé, bien sûr, notre journaliste de la production, Souad Ben Ataya, et on se retrouve juste après.
السلام عليكم، مرحبا بكم. معكم صلاح الدين دياب. عندنا تقنية جديدة الطباعة المائية، نخدموا لواحق السيارات والدراجات النارية. عندنا هاد السيارة رانا خادمينها، راهي بيرسوناليزي كما اللي راكم تشوفوا فيها. مرحبا بكم وتبعوا معنا من البداية إلى اللافان، غادي تعجبكم إن شاء الله. المهنة هذه السكري تاعها كي تكون تبغيها هاد المهنة تنجم جاية بحر. 2001 كانت عندي اكسسوار اوتو، بغيتها بزاف. كانوا عندي دي بياس نبيعوهم مخدومين بالكربون. هاد الكربون، هاد الموتيف كربون بغيته بزاف، غمقت فيه، دخلت فيه في لي ريشيرش. درت كاع المجهودات تاعي، شريت السلعه وتعلمت الروحي والحمد لله حطيت راسي في هذه الخدمه باسكو بغيتها بزاف. لي ريشيرش اللي راني واصل فيهم، بديت بالهيدروغرافي، وصلت لي ريشيرش هنا داير لابوراتوار، توجور عندي ندير دي ريشيرش. وصلت كرييت الكريستال، كرييته في 2020. الكريستال يدير هذا 300 اورو للتر. موطو باش تخدمها خاصك 5 لتر ولا 6 لتر، تبقى ملاه بزاف. انا هذا كرييته من على 15 ان شاء الله ولا 10 عاد باش هاد التكنولوجي تدخل لالجيري. هذه في لوروب مازال عاد ما يعرفوهاش. تسمى هاد الموهبه تاع الهيدروغرافي داتني بعيد. وزدت كرييت لي بانتور فوسفوريسونت اللي يشعلوا الضوء. زدت هذه حنا نجيبوها من لاشين، هاكي نجيبوها من لاشين تجي كيما هكا نوتر. وانا هنا عندنا في لاتولي زدنا طورناها، رانا كل خطره نديروا لها كولر. الحاجه الاولى هذه راهي مطرطقه، نبديو بالبونساج، لي كروشي مهرسين، نردوها بلاستيك، ومن بعد تروح المرحله الزوجه نديروا لها لابري. ولابري هذا فيه بليزيور كاليتي. Eh bien voilà, vous avez découvert avec nous en même temps que nous un artiste et pas des moindres. Et merci à notre journaliste de la production Souad Ben Atiya. Eh bien là, je me trouve avec... on va dire une habituée de Bonjour d'Algérie, c'est Madame Leïla Tensi, directrice de la bibliothèque Sophia. Bonjour, c'est un plaisir. Bonjour Imen et bonjour, un grand bonjour à tous ceux qui nous regardent et qui regardent Bonjour d'Algérie en Algérie à Oran. Très bien. Et bien sûr, vous êtes accompagné d'un artiste et pas des moindres. Donc vous le connaissez, il a pas mal fait des apparitions ici. Il a été notre invité au Bonjour d'Algérie, bien sûr, c'est Samir Zemmouri. Alors artiste de théâtre aussi, chanteur. Homme de théâtre, on va dire. Et chanteur aussi. Et chanteur, voilà. Ça va? Bonjour Imen, bonjour à tous les téléspectateurs.
Ce fut toujours un plaisir de passer avec vous sur l'émission Bonjour d'Algérie. Eh bien, le plaisir est partagé et je suis très contente de vous retrouver. Merci beaucoup. Bah oui, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait Bonjour d'Algérie et c'était un plaisir pour toute l'équipe de la station régionale d'Oran de reprendre justement le Bonjour d'Algérie, de vous accompagner chaque mercredi sur la même chaîne de 8h jusqu'à 9h30. Et bien sûr, nous allons parler un petit peu de la bibliothèque Sophia et de la nouvelle année. Oui, donc avant cela, donc je voudrais, nous pensons très fort aux Palestiniens, où nous trahmons à tous les victimes, enfants et adultes, à tous nos frères, et nous leur exprimons nos sincères condoléances et notre cœur est avec eux. Ah oui. Donc nous ne les oublions pas. Et concernant la bibliothèque Sophia, effectivement, donc pratiquement nous ne sommes pas arrêtés, même si on a été en vacances durant l'été. Et là, nous avons démarré au mois de septembre. Mais vous avez démarré fort. Hein? On a démarré un peu fort. Oui. Et voilà. Avec, ça fait plaisir. Avec un programme culturel et artistique et intellectuel. Nous avons déjà été auparavant, durant la saison estivale, en collaboration avec une association à Ténès, qui est l'association Mided, une jeune association, en les aidant avec de l'animation, de la modération. Ils ont reçu aussi une panoplie d'intellectuels. Donc nous avons été à titre individuel et aussi à titre professionnel. Ensuite, donc, le mois de septembre, nous avons démarré avec une très belle exposition avec les Belmeki, Myriam et Mourad. Je pense qu'on a des images. On demande à l'assistante réalisatrice Selma Khaledi. Est-ce qu'on peut avoir les images ce sont les images de la bibliothèque Sophia. Voilà, on a un petit aperçu afin de faire voyager à travers ces images et faire connaître justement la bibliothèque Sophia à nos amis téléspectateurs et à nos téléspectateurs, où qu'ils soient, même au-delà de la Méditerranée, au-delà de l'Algérie. Notre communauté algérienne qui se trouve à l'extérieur du pays, où qu'elle soit, le Canada, l'Australie, aux quatre coins du monde. Donc, voilà, donc vous avez eu un petit aperçu de la bibliothèque Sophia. Mais là, on aimerait avoir les images de l'exposition de Belmeki, s'il vous plaît. C'est l'exposition d'art plastique. Voilà, c'est ça. Oui. Voilà. C'est celle-là. Voilà, c'est celle-là. C'est l'exposition de Belmeki, Mourad et Myriam, le père et la fille, qui a démarré le 7 octobre. Et qui est d'actualité, qui est en cours jusqu'à jeudi. Si la demande s'exprime, nous pourrons aussi la prolonger jusqu'au-delà du jeudi pour en faire profiter plus de monde. Plus de monde, effectivement, oui. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas au courant de ce qui se passe à la bibliothèque Sophia. Pas forcément. Moi, je pense que ça peut-être qu'il faut un petit peu plus vulgariser et bien sûr mettre ça sur les réseaux sociaux, peut-être les dates très importantes et des événements en général de la bibliothèque Sophia. Vous savez, Imen, nous, voilà, c'est un quotidien. La médiatisation de la bibliothèque Sophia à travers les réseaux sociaux, à travers les flyers, les papiers qu'on distribue, le bouche à oreille également qui marche très bien aussi. Oui. Donc je tiens à rappeler que nous sommes situés au 13 rue l'Arbi Ben Mhidi, en face de la pâtisserie Atton, pas loin du Mamou. Oui. Vraiment derrière, oui, c'est juste à côté. C'est juste à côté, à quelques mètres, on est sur le même trottoir, derrière la Grande Poste. Et vraiment derrière le marché de la Bastille. Eh ben voilà. Qui ne connaît pas le marché, le marché mythique d'Oran, le marché de la Bastille, on y trouve d'ailleurs des étalages magnifiques. D'ailleurs, eh bien, on aura à vous montrer quelques images prochainement, dans les prochains numéros de Bonjour d'Algérie, pourquoi pas, pour un petit peu remémorer le bon vieux temps et puis montrer le marché de la Bastille actuellement.
commencer. Eh bien, ça va un petit peu un souvenir pour nos compatriotes et les Algériens, nos frères qui se trouvent dans les 4 coins du monde. Donc, un petit peu de, on va dire, de souvenir. Tout à fait, tout à fait. Donc, on est juste derrière. Et donc, pour revenir à la médiatisation, donc, on demande aux gens de nous suivre sur Bibliothèque Sophia, compte, page et groupe. C'est très facile. Donc, tous les jours, on publie nos nouveaux ouvrages, nos nouvelles revues, nos journaux et nos activités également. Voilà, tout ce qu'on fait est sur les réseaux. Il suffit de nous suivre. Donc, après l'exposition, la semaine prochaine, nous allons avoir... D'ailleurs, c'est un événement qui se prépare. Nous préparons justement Octobre Rose également. Effectivement. Voilà, une journée. Vous avez un programme pour l'Octobre Rose? Tout à fait. Donc, samedi, tout de suite, dans 2 ou 3 jours, de 10h à 16h, en collaboration avec samedi 21. De 10h à 16h. En collaboration avec la Fondation Jannatul Arif et les établissements sanitaires de Zara et de Siddiqiya ainsi que l'hôpital, le CHU Ben Zarjab, nous préparons donc cette journée. Donc il y aura des médecins, des psychologues et des assistantes sociales et également il y aura une collecte de dons de sang à l'intérieur de la bibliothèque. Ah, très bien. Voilà, nous participons un peu à notre manière en tant que bibliothèque et espace culturel à cet Octobre Rose qui touche, bon, c'est pour le cancer du sein. Souvent on dit que c'est le cancer du sein pour la femme, mais moi je rajoute pour l'homme également, parce que les recherches scientifiques aujourd'hui parlent aussi du cancer du sein de l'homme. Qui est un petit peu un tabou ou n'est pas très connu en Algérie. Effectivement, et en plus c'est un tabou parce qu'il y a des personnes, il y a des hommes qui ne vulgarisent pas et qui ne disent pas qu'ils ont mal ou qui sentent une masse ou quoi que ce soit parce qu'ils se disent tiens non c'est pas ça, je ne sais pas comment ils perçoivent cette pathologie. Il y a même des fois ils sont diagnostiqués justement cancer du sein, ils ont diagnostiqué sur eux, mais ils ne le disent même pas à leurs parents. Non, c'est très difficile pour un homme de concevoir qu'il peut avoir un cancer du sein. Parce que le sein est égal à la femme. L'homme ne peut pas se dire, voilà, je ne suis pas une femme, je suis un homme. C'est un peu logique. Et donc, c'est très difficile pour un homme de concevoir qu'il peut avoir ce genre de cancer. Parce que, voilà, on s'est habitué à dire que c'est seulement pour la femme. Les chiffres aussi l'expriment. Et aujourd'hui, je pense qu'il est plus jamais urgent de sensibiliser également les hommes à aller se faire dépister. Effectivement. Il n'y a rien de mal. Il n'y a pas que le cancer de la prostate pour l'homme. Il y a également le cancer du sein de l'homme et de la femme. Donc cette journée du 21 sera pour les femmes et pour les hommes. Ensuite, donc, le 23, nous aurons avec notre ami Samir Zemouri une conférence et un groupe de conférenciers. Là, je vous arrête. On laisse Samir Zemouri nous l'annoncer et nous parler un petit peu de cet événement que vous êtes en train de préparer pour le 23. Alors, je vous laisse le soin de nous l'annoncer. Merci beaucoup. Donc avant ça, si vous permettez bien de parler un petit peu sur mon travail et mes activités concernant la formation théâtrale au profit des jeunes Oranais. Effectivement, oui, vous faites beaucoup la formation. Voilà. Donc ça fait à peu près une dizaine d'années que je me lance dans le domaine de la formation théâtrale, formation de base théâtrale au profit des jeunes et aussi même pour les enfants. Car c'est très très important. À partir de quel âge vous faites la formation des enfants? Alors j'ai 2 groupes. Le premier groupe pour enfants, c'est entre 6 ans et 14 ans. Et le groupe adulte, c'est de 16 ans jusqu'à 75 ans. C'est-à-dire, il n'y a pas d'âge pour commencer le théâtre. Il n'y a pas d'âge, mais voilà, donc on donne un peu un chiffre approximatif. Et pour moi, pourquoi j'insiste sur le domaine de la formation, afin d'assurer une relève. Parce que le théâtre est en état d'urgence et la relève se fait rare de nos jours
avec tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est bien de faire le TikTok, faire des plateformes sur YouTube, etc. Mais je vois que les jeunes ont besoin de la formation théâtrale et de s'émerger. Rien n'égalera le 4e art, rien n'égalera le cinéma et rien n'égalera la télévision. Voilà. Et comme on dit en arabe, المسرح صالح لكل زمان ومكان. Voilà, tout simplement, effectivement. Donc cette année, j'ai commencé au mois de septembre un atelier de formation au préfet des jeunes et j'ai constaté qu'il y a eu beaucoup de jeunes très motivés qui veulent mener une expérience théâtrale. Et ce sont des talents cachés aussi. Oui, effectivement. Généralement, on trouve même des petits-enfants scolarisés de 6 à 7 ans qui ont un talent caché. Même leurs parents, ils me disent, mais c'est pas possible. Je ne savais pas que mon fils est comme ça. un don comme ça. Donc c'est encourageant quand même. Effectivement, bien sûr. Et je salue aussi les parents. Cette prise de conscience chez les parents a donné de la chance à leurs enfants de pratiquer le théâtre. Effectivement, et ils aiment bien que leurs enfants fassent une activité en dehors justement de leur scolarité. Et c'est devenu plus qu'une activité, c'est devenu même une passion chez les enfants et les adultes. Mais le théâtre, le 4e art, a toujours été une passion. Hein. Tout à fait. Alors j'ai eu l'idée de monter un spectacle comme restitution de la fin du stage. Oui. Et là, j'ai pensé à faire un montage, un spectacle théâtral à la mémoire du géant, du grand monument de la littérature algérienne et du théâtre et de la dramaturgie algérienne, Kateb Yassine, Allah yarhamou, qui coïncide avec la date de sa disparition, lui et son cousin Mustafa Kateb, le doyen du théâtre algérien. Donc j'ai eu l'idée de faire pour une première fois comme un nouveau concept dans le théâtre algérien, c'est la fusion entre la poésie théâtralisée et le texte théâtral. C'est-à-dire, une petite Oui, alors allez-y, expliquez-moi, parce que là, c'est une première. Exactement, oui. Alors, on n'oublie pas que Kateb Yassine était poète à la base. Il a commencé à écrire de la poésie. Et après le 8 mai 1945, hier, on était le 17 octobre. Effectivement, voilà. oui. Donc ça coïncide avec un grand événement de la révolution algérienne. Une date donc Yassine avait écrit un superbe recueil de poésie intitulé Soliloque. Voilà. Donc c'était son premier écrit à l'âge de 16 ans. C'est en 1900, après les événements du 8 mai 1945. Donc j'ai eu l'idée de monter ces poèmes, mais cette fois-ci avec un langage théâtral, c'est de l'interprétation poétique. Voilà. Il y a un comédien qui interprète le texte poétique de Kateb d'une façon théâtrale. Il y a le mouvement, les intonations, les nuances, etc. C'est tout un travail. Voilà. Et en plus, avec la langue française, et comme disait Kateb Yassine, la langue française est un butin de guerre. Donc c'est à nous de perpétuer et promouvoir l'œuvre de Kateb. Et le deuxième passage, ça sera 2 tableaux tirés de la célèbre pièce La poudre d'intelligence, qui a eu une grande réputation dès les années 70. Donc là, cette fusion-là, je voulais donner, c'est-à-dire une vision assez profonde de Kateb Yassine, qui était le poète et en même temps le dramaturge. Voilà, donc c'est cette fusion-là. Et entre les tableaux, il y a des tours de chant interprétés par le Metahaddith Samir Zemmouri. Bien, donc, oui, puisque voilà. Vous êtes artiste. Donc l'objectif des tours de chant, c'est quoi? C'est de travailler un petit peu le patrimoine algérien, Torat al-Jazairi. Et qu'est-ce que vous avez choisi comme... Donc on retrouve du chant wahrani ancien, comme Ahmed Wahbi et Blaoui el-Houari. On retrouve aussi de l'andalou et du cha'bi algérois, et en finissant par le chant berbère de Kabylie et Chaoui. Ah bah oui. Voilà. C'est l'Algérie profonde. C'est l'Algérie, tout simplement. Avec ses diversités. Effectivement. Donc c'est ça le concept. J'aimerais bien qu'il va être bien accueilli. Je suis en train d'imaginer justement le spectacle et puis la pièce. Alors, il va durer combien le spectacle? Alors, le spectacle, il est à 1h10. Très bien. Et j'invite tous les téléspectateurs, tout le public oranais,
surtout. Pourquoi pas de l'Ouest en général. De l'Ouest, pourquoi pas, oui, bien sûr. Tlemcen, Mostaganem, Tmouchent, Belabbès. Voilà, donc ça se passe, Inch'Allah, ça se passera au théâtre régional Abdelkader Alloula le jeudi 26 octobre à 17h. Soyez les bienvenus, marhaba. Donc, je voulais remercier, un spécial remerciement à la responsable, la directrice de la bibliothèque Sophia, Madame celle qui est avec nous, Leïla, qui nous a ouvert les portes et elle nous a accueillis à bras ouverts, comme on dit. Elle ne dit jamais non aux artistes algériens en général. Ça permet aux jeunes, mes jeunes stagiaires, pratiquement c'est des amateurs, voire même c'est pour la première fois qu'ils vont monter sur scène. Donc elle nous a donné l'espace tous les jours et parfois on finit à une heure tardive. On l'embête un petit peu dans le timing avec la pression du travail, de la préparation, etc. Hein. Et voilà, donc on a aussi un événement le 23 octobre, c'est un lundi à 16h30 à la bibliothèque Sophia toujours. Et cette fois-ci, on va faire une conférence à la mémoire des Kateb, c'est-à-dire Kateb Yassine et Mustafa Kateb. Et ça va être quand? Quelle date? Le lundi 23. Le lundi 23. 21. Ah d'accord. 23, pardon. Samedi, c'est le 21. C'est moi qui lundi, c'est le 23. Okay. Je retiens 21 bien les dates. ou 23, alors allez-y. Hein. Voilà, donc 21 ou 23 23. Le 23, très lundi. bien. Ah, très bien. Donc le lundi prochain, le 23, à quelle heure? À 16h30. À 16h30 voilà. À la bibliothèque Sophia, bien sûr. Donc ça, oui, à la bibliothèque Sophia. Donc c'est devenu un rituel même de faire des événements, pas uniquement Kateb Yassine. Nous avons fait beaucoup d'événements, des hommages à Alloula l'année dernière. Oui, j'ai vu. Nous avons fait sur pas mal d'intellectuels et hommes de culture. Le Hachmi Gerwabi, le géant de la musique. Et on pense à faire même pour Cheikh El-Hasnaoui, Ahmed Wahbi, Blaoui. يعني الشيخ هذو نتاعنا il faut أنا أعوذ بالله من قولت أنا j'adhère au travail de la mémoire parce que c'est très très important. C'est ce qui fait notre identité. Exactement. D'ailleurs. Et je pense que pour la nouvelle génération, c'est très très important de perpétuer et de commémorer ces dates. Parce que de cette façon, vous transmettez un petit peu tout notre vrai patrimoine, que ce soit musical ou théâtral ou alors donc, même dans l'écriture, etc. Vous le transmettez aux jeunes, à la jeune génération, y compris les enfants d'ailleurs. Si vous permettez, juste récemment, ça fait pas longtemps, c'était le 29 septembre, Dikra Ghali Alina. Oui. Le décès de Cheb Hasni. À titre personnel, en tant qu'artiste qui vit à Oran et en tant qu'Algérien aussi, nous avons fait un petit hommage symbolique à Chakroun Hasni, avec un petit programme. Mais, j'ai été étonné et ému. Par les jeunes. Pourquoi? Les jeunes qui 80% de l'assistance étaient des jeunes qui sont nés en 95 ou là. C'est-à-dire après le décès de Cheb Hasni, et ils connaissent un petit peu le répertoire de la légende, on va dire, de la chanson de la chanson rail sentimentale. Voilà. Et ce qui donne, en ce temps-là, ce qui donne de l'espoir. Et là, j'ai donné raison à Cheb Hasni. Comme disait, Mazel qu'il y a l'espoir. Bien sûr, Mazel qu'il y a l'espoir. Et puis l'Algérie n'a jamais, les Algériens en général n'ont jamais baissé les bras. De toutes les façons, alors comme on dit en arabe, mendek shbel, je sais pas. Alors il y a un truc qui se dit comme ça, c'est-à-dire que on ne peut pas aller outre de ce que ont fait nos aïeuls. C'est pas possible parce que chacun de nous tient à son identité algérienne et il faut pas. Alors ça c'est par fierté que je le dis. C'est que les Algériens sont fiers et ils ont de quoi être fiers, vraiment. Nous avons un patrimoine très très riche. Très riche, voilà. Et nous avons des artistes de pointure. Effectivement. Et notre diversité, elle est vraiment, surtout pour la jeunesse. Moi, quand je vois des jeunes qui font des covers dans la chanson, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment un grand plaisir. Je me dis que Mazel Fenn el Jazairi bkhir.
Bien sûr, Mazel Bkhair, avec nos jeunes, avec même nos parents, nos grands-parents, Rabbi Ytawil fi amarhom, ceux qui sont morts, Rabbi Yarhamhom, et ceux qui sont en vie, Rabbi Ytawil fi amarhom. Et puis, vous êtes là à nous guider d'une certaine façon afin de reprendre le flambeau et d'aller vers l'avant avec El Jazair El Jadida. Eh bien, merci beaucoup, Leïla Tensi, ce fut un plaisir. Et puis, les portes de la station régionale d'Oran et de Bonjour d'Algérie est grande ouverte. Merci beaucoup. Marhaba bikom. Merci beaucoup, Samir Zemouri. C'est un plaisir. Allez-y, le dernier mot. Hein. Donc, demain, Inch'Allah, je suis invité comme invité d'honneur au festival national professionnel à Sidi Bel Abbas. Oui. Je transmets mes salutations à l'équipe du festival, notamment le directeur, M. Jroro Rachid, pour son invitation. Et voilà, donc je souhaiterais bon courage à toute l'équipe des comédiens, Koul Wahed Bsmeh, parce que la liste est très longue. Et je vous remercie infiniment pour votre invitation. C'est avec plaisir, Samir. C'est de toutes les façons, on est à votre, on va dire, on est à votre service. On est au service des artistes. On est au service de tout le monde. Tous ceux qui peuvent nous ramener quelque chose de culturel, d'artistique et ainsi de suite. C'est que la télévision algérienne, ses portes sont grandes ouvertes pour tout le monde. Et on marhaba bikom, marhaba avec tous les artistes qui soient jeunes, connus ou moins connus. Marhaba bikom, on est là pour vous. Très bien, alors, et là, en mémoire du peuple palestinien, le peuple meurtri, Rabbi Koun Ma'akom a bien une chanson qui a été réalisée par notre jeune réalisatrice, alors Salma Khaladi, et on se retrouve juste après. مساجد وأبنية مدارس وأسواق منعوا الغذاء والأدوية سدوا علينا كل الآفاق حرقوا الأطفال الأبرياء منازل وأنفاق بان الصحة من النفاق وانكشفت كل الأوراق الغرب يشوفوا ساكت الظلم إسحاق ضميرهم راهي ماتت
لا رحمة ولا إشفاق. باسم الحق والشرعية قيم والأخلاق، باسم القوانين الدولية هيئة والميثاق. يا قدس يا أغلى الأوطان، للشهادة مشتاقة، رافع راس العربان، بطل انت عملاق. هدوا مساجد وأبنية، مدارس وأسواق، بنى الصح من النفاق وانكشفت كل الأوراق. هي الجزائر حيوها، ما تعرف نفاق، ما تتأخر يلاقوها، الموقف ثابت ما ينساه. Eh bien voilà, moi je commence toujours avec nos invités et on a retrouvé un invité qui nous connaît, eh bien ça fait vraiment plaisir. Mais on va dire galanterie oblige, on commence toujours par les femmes. Et bien sûr, Madame Allou Rahou avec nous, présidente de l'association de la femme rurale. Bonjour. Bonjour. Ça va? Merci de vous avoir invité. Et merci de capacités de la femme rurale. Alors là, c'est grave, c'est très grave. Ben oui, c'est la femme rurale qui nous transmet un petit peu le savoir-faire ancestral, le patrimoine justement immatériel, c'est à travers la femme rurale. On y trouve tout ce qui est fait main, on va dire, c'est la femme rurale. Donc, ça me fait toujours plaisir, justement, de ramener des femmes rurales sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Ça va? Très bien. Vous allez bien? Très bien. Alhamdulillah. Et bien sûr, vous êtes accompagné d'un grand monsieur, et pas des moindres, c'est monsieur Boubacar Rebhi. Alors, vous allez nous parler un petit peu de la journée mondiale de l'alimentation. Allah ybarak. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Très bien. Alors, la journée mondiale de l'alimentation célébrée chaque année le 16 octobre. Et cette année, justement, les slogans, il y en a 3. Alors, je vous laisse le soin de nous les dire. Donc, salam alaikum. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. C'est nous. Pour la télévision algérienne, particulièrement Canal Algérie. Ah ben c'est gentil. Donc, je suis là maintenant dans le cadre de la journée mondiale de l'alimentation qui est commémorée chaque année le 16 octobre et elle est sous l'égide des Nations Unies. Le siège de la FAO est en Italie, à Rome. Et le FAO, c'est Food and Agriculture Organisation. Parce que, en principe, vous nous avez ramené une médaille, non? Oui. Elle est où, la médaille? Comme par hasard, j'ai le certificat. Oui. Je vais vous le montrer si vous voulez. Et comme par hasard, j'ai été honoré par cette organisation mondiale, oui. Le 16 octobre 2012. L'Iberg. Pourquoi? Parce que j'ai contribué à des travaux en agriculture, notamment à l'alimentation des céréales. J'ai fait un travail d'observation sur 20 années. 20 années avec études minutieuses du climat, de la pluviométrie, presque journalière, en collaboration avec la météo de Saïda. C'est là-bas que j'ai fait ces travaux. Saïda, c'est une wilaya céréalière. Et c'est là que j'ai eu l'idée de... D'ailleurs, ce qui se passe actuellement, je l'ai dit il y a quelle année? Je l'ai dit en
là, lorsque j'ai fait le travail de céréales. Le travail du céréal, eh bien, on va consulter votre mail que vous m'avez envoyé justement. Alors, attendez, c'est pas sur ce téléphone. Donc, les thèmes de cette journée, c'est, bien que pour le 3e thème, c'est un non-sens. Il y a eu, ils disent, je commence par le 3e thème, ne laissez personne de côté. Oui. Alors que je profite de l'occasion pour dire que de côté, il y a des Palestiniens qui sont de côté, surtout en matière d'alimentation en eau. Oui. Et le premier thème, enfin le premier slogan, c'est l'eau, c'est la vie. Effectivement. L'eau, deuxième, l'eau nous nourrit. Donc ça a été dit par le Coran, il y a des... Effectivement, il y a des... Donc nourrit, tout être vivant, que ce soit animal ou végétal ou humain, ont besoin de cette eau pour vivre. Bien sûr, pour survivre. Pour survivre. Donc, les thèmes Hadouhouma, je rentre directement le thème d'actualité, qui est les céréales. Effectivement, oui. Les céréales, je ne peux pas nous Rabbi que Rabbi Atina nous, parce qu'on a déjà eu 5 années de presque sécheresse. Mon Dieu. Il n'y a eu que entre Et vous, 20... en tant que professionnel, oui. Alors on est en octobre, on n'a pas encore eu, on va dire, le changement climatique. Je viens sur ça. Il y a eu déjà, c'est la 5e, il y a eu 5 années de sécheresse. Ça a été dit par le ministre lors de son passage à la télévision, qu'il y a eu 4 années, donc, enfin, 4 années, il y a une année qu'il a dit, 2022. Et cette année, Talbou Rabbi, parce que les prémices ne sont pas au vert. Oui. Et il y a ce changement climatique, ça y est, c'est-à-dire que les céréales qui étaient menées en pluvial, parce que ça, c'est par rapport à la pluviométrie, personnellement, par rapport à ce que j'ai avancé, j'ai dit que les céréales devront être pris en charge par l'irrigation, même pas la pointe. Parce que ces dernières années, on disait aux agriculteurs, lorsqu'il ne pleut pas, vous donnez l'eau. La pointe, on l'appelle le jargon agronomique, la pointe. Donc non, c'est plutôt l'irrigation. Alors, avant de continuer avec vous, justement, donc on parle un petit peu de la femme rurale et son importance dans la société. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de cette journée qui commémore un petit peu la mémoire des femmes rurales et qui essaye un petit peu de les booster et d'aller vers l'avant afin de continuer on va dire, à faire tout ce qui est manuel, tout ce qui est, on va dire, qui fait le patrimoine immatériel de l'Algérie. Oui, شوفي السلام عليكم السلام على المسؤولين التكنيسيين السلام عليكم شوفي احنايا on essaie de les booster. Déjà vendredi, on a fait une journée avec des médecins bénévoles sur la sensibilisation du cancer. Parce que moi, c'est nous qu'on doit aller vers eux. Oui. Et le lendemain, c'était le samedi, on a une journée de visite, Madame la directrice de l'agriculture, Madame Amrani, la DSA, ou la cellule de la femme rurale, Madame Hasnaoui. On a fait une visite fille Sidi Barti, à Karma. Et ensuite, ça s'est terminé par une sortie botanique de la région pour une reconnaissance des plantes aromatiques, parce que les plantes aromatiques, chez nous, ça regorge la forêt de Ankalma, la forêt de Bsila. C'était une très belle journée. Et je peux vous dire que aussi, nous avons essayé aussi Madame la DSA de revenir sur les femmes rurales, les travaux des femmes rurales qu'elles font. Elles font des travaux magnifiques à la maison de jeunes, au parquet. Effectivement. Et
Je peux vous montrer quelques échantillons. Oui, bien sûr, on a justement ce petit sac en macramé. C'est très joli en macramé, d'ailleurs. C'est très beau, voilà. Voici la delta. Voilà, j'espère que notre réalisatrice, voilà. Très bien. C'est un joli sac, hein. Très joli. Très bien fini. Fait à la main. Fait à la main, oui. Regardez, ça, On vraiment. fait ça dans nos ateliers. Ou la calligraphie avec les chutes de tissu. Ah, très bien. La poterie aussi. On fait de la poterie. On fait aussi le helfa, elles ne viennent pas à l'atelier, elles le font chez elles et c'est nous qu'on va chez eux pour récupérer leurs travaux. Très bien. Et même, je vois aussi ici des plantes. Donc, je vois aussi alors la plante qui fait vraiment parler d'elle et qui a plus de 300 vertus. Donc, le moringa qui se cultive du côté de Messelguine, c'est ça? Qui se cultive partout. On peut le cultiver partout. C'est une plante. Parce qu'on avait commencé par le centre de formation. D'ailleurs, ça a commencé la première expérience du moringa. Ça a été, on va dire, on a planté au centre de formation. Au centre de formation de Messelguine. Oui. Très bien. Et la graine. C'est la graine. Et la feuille, c'est pour booster la santé. Pour des gens, pour la malnutrition, pour les gens qui ne peuvent pas s'alimenter correctement, il suffit de planter un arbre à la maison et ça peut aider à améliorer leur santé. Très bien. Alors, on arrive à la fin de notre émission, Monsieur Rebhi. Donc, Allah ghalib. Mais allez, la prochaine fois, Inch'Allah, vous serez... C'est dommage parce que je voulais donner mon point de vue sur comment subvenir aux besoins de cette population, de notre population, en matière de céréales, parce que c'est le premier besoin alimentaire, et comment on doit faire face au changement climatique. Ah ben, ça sera dans une autre, invitation au Bonjour d'Algérie, pourquoi pas. Vous êtes le bienvenu, vous êtes la bienvenue de toutes les façons. Vous êtes une habituée au Bonjour d'Algérie parce que là, on arrive à la fin de l'émission Bonjour d'Algérie. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Madame Allou, c'est un plaisir. Eh bien, quant à moi, chers téléspectateurs, j'espère que notre programme aujourd'hui et les plateaux ont répondu justement à vos attentes et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le mercredi prochain à la même station, la même heure, la même chaîne. Ça sera à 8h, de 8h à 9h30 et je vous souhaite de passer un bon week-end. Au revoir.